Que pensez-vous de la rétention séminale pour devenir un giga Chad? Bon. Moi, c'est des pulsions de psychopathe, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la semaine, je vais vivre un truc où je me dis, oh putain, ça c'est significatif de quelque chose, faut que j'en parle. Mais tu le notes ou tu l'oublies pas? Non, c'est dans ma tête. Ah ouais, ça te travaille, quoi. Je suis rancunier, tu vois, donc il m'arrive un truc, et je me dis, ah d'accord, bon, dimanche, rendez-vous dimanche en podcast. Hector! Je pense que ce qui est difficile autour de 18, 19, 20 jusqu'à 25 ans, c'est de s'extirper de la pression sociale qui va essayer de te normiser, que ce soit d'une manière politique, que ce soit d'une manière du mode de vie, et va essayer de te faire des trucs de random fini à base de je fais des trucs pas productifs, je mange des trucs de gros, je me drogue parfois, alcool à gogo, etc. etc. C'est Thibaut qui nous dit: est-ce que vous avez prévu de débattre avec l'opposition? Papacito, Ismaïl, on est au cœur de l'été et on fait un petit épisode encore hors série pour tenir nos fidèles auditeurs et spectateurs en haleine. Donc là, on est des tendax, là. Là, on est à l'aise. Vous nous excuserez, on prend nos aises. C'est l'été, tout le monde se détend. Et on avait envie aujourd'hui de répondre à vos questions. Je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram et il y en a eu beaucoup. Donc j'en ai pris quelques-unes. Vous vexez pas si j'ai pas pris la vôtre. Il y en a vraiment beaucoup. Et écoute, il y a des questions qui sont pour nous deux, parfois pour toi, parfois pour moi. J'en ai sélectionné quelques-unes en venant. Je te propose de commencer tout simplement. Eh ben allez, c'est parti. On va répondre aux questions. Alors sache que, et ça va te faire plaisir, environ 1 message sur 5, ce qui fait beaucoup dans la masse, c'est pour nous dire qu'ils se régalent dans l'émission. Pas de questions à vous poser, mais continuez, ça tue, etc., etc. Il y en a beaucoup qui nous remercient pour les podcasts. On en parle d'ailleurs pas suffisamment. Ouais, peut-être on devrait plus de Burger Ring. Donc c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et 10 000 pas. 10 000 pas, ouais. Et ils nous remercient pour ce que toi, tu as pu leur apporter sur la reconnexion avec la foi, sur l'envie de se dépasser, et pareil pour moi sur le développement personnel. Tu sais qu'il y a plein de gens, ils me disent, grâce à toi, j'ai commencé à faire telle entreprise, j'ai commencé à... Et il y en a, ils me disent, je me suis sorti de mauvaises passes, donc c'est parfait. Et je voulais que tu le saches, parce que du coup, moi, j'ai vu... Ouais, moi, je reçois beaucoup de messages aussi qui nous, mais tout au long de l'année, qui nous remercient conjointement, parce que c'est vrai qu'on joue sur des tableaux qui sont des fois un petit peu différents. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles on se rejoint, et il y a des choses sur lesquelles on joue différemment. Et c'est très complet pour eux, donc c'est une très bonne nouvelle. Et c'est souvent des gens très jeunes, donc c'est très très bien. Tu vois, des gens qui démarrent la vie maintenant, ils vont pas faire les erreurs qu'on a fait nous, donc en tout cas se les éviter, donc ils en feront d'autres, mais c'est une bonne nouvelle, voilà. Donc on commence avec Adib qui nous dit: vous avez déjà les sujets ou idées pour vos prochaines émissions? Comment vous vous y prenez pour choisir vos thématiques? Sinon, merci pour tous les GOAT. Alors non, on n'a pas de thématique pour l'instant. C'est en fait au fur et à mesure de l'actualité qu'on voit ce qu'on peut traiter. Parce qu'il y a des choses qui sont très parlantes. Des fois, il y a des actualités qui sont lourdes dont on n'a pas envie de parler parce qu'en fait, il n'y a rien à en tirer, parce que c'est une redite infinie de ce qu'on dénonce depuis 10 ans. Et il y a des choses des fois qui sont intéressantes parce qu'on peut les traiter sous un angle humoristique. Donc on n'a jamais au préalable d'émission. Et aussi, on ne fait jamais du fonctionnariat de l'émission. C'est-à-dire qu'on ne fait des émissions que quand on pense qu'on peut être pertinent sur quelque chose. On ne part pas du principe, comme sur les chaînes d'infos en continu, qu'on a toujours un truc intéressant à dire sur tout. Et ça s'appelle l'honnêteté, en fait. Ouais, tout à fait. Et non, il y a plein de gens qui seraient surpris de savoir qu'en fait, on arrive dans cette émission-là. On a quelques idées de ce dont on voudrait parler, parce que ça m'a marqué, je me souviens. Mais... c'est de l'impro absolu, et en fait parfois on parle de choses on voulait même pas en parler. Ouais. Très et souvent, ça vient sur la table, tout le temps. Et on arrive à reconnecter les wagons, à faire des transitions sur des sujets qui nous ont marqué ce mois-ci ou dans la période. Et en effet, c'est ce qui rend aussi cette émission très plaisante, c'est que déjà elle est pas complètement structurée et un peu chiante. Et pour nous, quand on arrive, et en fait l'observation de tout ce qu'on a vécu pendant la durée qui a séparé les deux émissions font qu'on va le restituer de manière complètement authentique. Et voilà, c'est pour ça que nous, on prend beaucoup de plaisir à faire cette émission. Et c'est pareil sur les podcasts. Alors moi, pour le podcast 10 000 pas... Ouais, tu structures un peu plus. Avant, je structurais beaucoup. Maintenant, je suis en mode, j'ai envie juste de me faire plaisir. Mais pour pas oublier, des fois dans la semaine, je vais noter un truc dont j'ai envie de parler. Mais ça va être 3 mots
tiens, truc. Et là-dessus, après, enfin, je vais improviser. Et toi, c'est quoi? Parce que c'est vrai que tu te dis cette semaine, j'avais envie de vous parler de. Moi, c'est des pulsions de psychopathe, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la semaine, je vais lire un truc où je me dis, oh putain, ça c'est significatif de quelque chose, faut que j'en parle. Mais tu le notes ou tu l'oublies pas? Non, c'est dans ma tête. Ah oui, ça te travaille, quoi. Je suis rancunier, tu vois, donc il m'arrive un truc, et je me dis, ah d'accord, bon, dimanche, rendez-vous dimanche en podcast. Hector Le mec Tu vois. s'avance. Donc il y a ça, et des fois, il n'y a pas ça, il y a une thématique qui m'a fait rire à un moment, ou un truc, et je me dis, c'est très très rare que j'arrive sur le podcast et que je ne sache pas de quoi je vais parler. Ça se décide dans ma tête dans la semaine, mais c'est pas je vais parler de ça et non, c'est un thème, je parle du thème et je développe. Mais c'est pour ça aussi que les gens perçoivent qu'on prend beaucoup de plaisir à faire cet exercice-là, parce qu'il y a un vrai côté de générosité qu'on a naturellement, qui est de dire putain, allez, on va avoir une discussion intéressante et franche, et le fait de construire son raisonnement et ses souvenirs un petit peu en les partageant avec l'auditoire qui souvent nous connaît, donc en fait c'est plus ou moins vers là où on va et tout ça, est quelque chose de très agréable, parce qu'il y a le côté qui casse un peu, tu sais, quand tu fabriques une vidéo en tant que pur auteur, il y a un côté très solitaire, où tu produis un truc dans ton coin et tu le livres à un public avec lequel t'as pas de lien. Là, avec les podcasts, comme on a des spectateurs, des auditeurs, réguliers, il y a le côté, putain, ils me connaissent, je peux m'éviter de faire cette explication. Et c'est très agréable. Après, c'est sûr qu'il y a des gens, du coup, qui tombent sur certains de tes podcasts, ils arrivent, je suis le meilleur, je vous encule, tu vois, au moins ils arrivent, ils m'entendent crier, donc ils comprennent pas trop. C'est vrai que c'est un point. Moi, à chaque fois, je me surprends même à m'imaginer un mec qui débarque sur le podcast et qui se dit, mais il est complètement fou, cet enculé, tu vois, il se prend pour qui, etc. Et c'est pas que je m'en fous, c'est que je comprends, mais je sais que cet exercice est nécessaire aussi pour assurer une certaine légitimité, parce que tu peux pas donner des conseils de vie si tu dis pas, bah c'est vrai que j'ai fait ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, il y a un truc aussi, c'est que ça me fait beaucoup rire. Tu vois, ça me fait rire mais bien sûr. d'exagérer le trait. Et je pense que ça fait rire les gens qui suivent. Après, tu vois, ça peut pas toujours plaire à tout le monde, c'est clair et net. Et il y a un côté aussi, moi, tu vois, je peux percevoir qu'il y a un côté qui peut être relou dans mon podcast, c'est que tu arrives le dimanche et tu vas te faire un peu sermonner, tu vois. Et c'est pas volontaire, mais c'est juste que j'aime bien, tu vois. Et il y a un côté, putain, il va encore me traiter de grosse merde. Et tu sais, quand t'es un peu honteux, tu sais, quand t'as mangé un peu trop de confiture et tout, tu fais, vas-y, je vais passer mon tour cette semaine. Et tu sais quoi, je pense qu'il y a des mecs, des auditeurs, qui ont eu un passage où ils étaient à fond sur le podcast. Et après, il y a un relâchement, tu vois. Et ils se sont dit, vas-y, non, je reviendrai à ça quand je me remettrai en forme, je serai, tu vois. Donc je pense qu'il y a des mecs qui ont fait des allers-retours comme ça, mais en général, leur vie se passe mieux quand ils sont présents. Après, il y a l'aspect confrérie, dans le sens où les mecs ont les codes. Toi, tu sais qu'ils ont les codes, donc il y a une espèce d'échange, même s'il se fait pas, mais il y a un échange dans le sens où tu dis, je peux me permettre ça, vous savez que je me permets ça. Voilà, c'est un dialogue muet, pratiquement. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'il y a le côté, quelqu'un qui tombe, il va pas être initié. Donc il y a ce plaisir-là aussi, même pour l'auditeur, c'est que lui, il est initié, il sait où tu vas, il anticipe tes phases, il sait où tes pérégrinations vont t'amener. Donc il y a un vrai truc. Moi, tu sais, quand je bossais, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui écoutent mes podcasts, soit par exemple qui font une séance de sport, soit par exemple... C'est risqué, ça. Ouais, c'est risqué, ouais. C'est risqué. Oui, parce que quand ils éclatent de rire et qu'ils sont en pleine... Moi, je le fais pas. Hein. J'écoute pas ton podcast à la salle. Trop risqué. Et ben moi, tu vois, mon plaisir, c'était même les podcasts qui me faisaient rigoler et tout. Pas trop pendant le sport, parce que j'ai besoin d'être focus. Ouais. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire du sport en ayant un truc, mais moi, même la musique, tu vois, pendant le sport, il faut que je sois en mode sport, tu vois. Ouais. Mais par exemple, j'avais beaucoup de plaisir à l'époque, moi, quand j'étais salarié déménageur, je faisais des gros trajets, de me mettre un truc fleuve, un podcast fleuve, tu vois, ça peut être des livres audio, ça peut être des interventions et tout sur YouTube. Et c'est vrai que ça, je suis content qu'il y ait des mecs à qui je puisse amener ça. Moi, j'avais vraiment plaisir à l'époque à me mettre les critiques du joueur du grenier, tu vois, par exemple. Je me mettais 1h30 de critiques sur Alien et tout, Covenant, mais je me régalais. Ah, t'avais pas besoin de l'image Non, j'avais pas d'image, je mettais le truc, je les entendais, cool, après parce que tu les connais aussi, donc tu les imagines. Ouais. Et c'est vrai que si je peux amener ça, il y a des gens qui me disent vraiment, mon truc, c'est dans la semaine, quand j'ai un trajet à faire. Mais moi, c'est ce que je fais avec tes podcasts. Quand je vais me balader, faire plutôt mes 20 000 que mes 10 000, ou que je dois faire un trajet, je me les garde, je me les écoute pas sur le moment, je me les garde dans la semaine et je me dis, il y a le moment, et là j'ai un plaisir de ouf parce que je suis en phase et j'écoute un truc agréable et tout, tu vois. Et si on leur amène ça, c'est super, et on le sent, ils le ressentent. Et, moi, je trouve ça stylé de découvrir un auteur, un vidéaste, une personnalité publique que t'aimes bien dans un autre univers. Et le podcast a permis ça. Et c'est pour ça que c'est je suis content d'avoir pris cette décision. Et c'est un de mes exercices préférés et où je prends le plus de plaisir. Et
quand les rares fois où je rate le podcast, c'est que je me disais, je vais pas prendre de plaisir cette semaine, ou j'ai pas forcément de choses, et j'ai pas envie de faire mes devoirs, tu vois. Et je prends beaucoup de plaisir, et je pense que, tu vois, quand tu aimes quelqu'un, que tu apprécies quelqu'un, le découvrir différemment, et tu vois, arriver, même si t'arrives en cours de route du podcast, c'est comme si tu redécouvrais, c'est comme si tu jouais une autre version, tu sais, t'avais joué à Warcraft Reign of Chaos et maintenant tu joues à Frozen Throne, tu vois. Ouais. Tu redécouvres une extension et je trouve que c'est plaisant d'avoir même ces différents niveaux d'intimité, parce qu'il faut le vouloir pour aller écouter quelqu'un pendant plusieurs heures toutes les semaines. Bien sûr. Et ça nous permet de nous ouvrir et de parler de plein de choses assez personnelles, et je trouve que c'est vraiment, moi c'est ce que je préfère. Ouais, puis ça nous permet aussi de lâcher les personnages qu'on a, parce que c'est des personnages. Alors, ils sont très, très, très largement inspirés de nos personnalités respectives, mais ça reste des personnages. Et c'est vrai qu'en podcast, il y a toujours une part de. On n'est jamais on n'est jamais aussi peu un personnage que quand on est tout seul, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a quand même une part, on met quand même un peu de personnage dedans, mais c'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup plus proche de ce qu'on est dans la réalité, de nos délires, de nos pérégrinations mentales et tout ça, qu'on peut l'être en vidéo où il y a un côté, on s'adresse à des gens qui des fois ne connaissent pas, donc ça reste dans un coin de notre tête. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est très agréable, y compris pour nous, de pouvoir lâcher le perso et de vraiment parler en mode Ismaïl et Hugo. Et de partager parfois nos doutes sur certaines idées que, par contre, dans une vidéo, on va être à fond dessus. Ouais. De dire, en réalité, je suis mitigé par rapport à ça, et de prendre le temps d'expliquer, la etc. Nuance. Et oui, et ça fait plaisir. Et tu vois, à l'époque, aujourd'hui, on fait des vidéos de 3 heures, tu vois. Mais à l'époque, quand tu fais des vidéos de 12 minutes, tu vas pas pouvoir apporter de la nuance, parce qu'en plus, les gens vont se faire chier. Donc, tu bourrines, tu vois. Tu fais le porc. Et ça, c'est vrai que c'est aussi appréciable. C'est de parler à des gens qui te considèrent, parce que pour t'écouter, il faut te considérer, il faut te respecter, un minimum. Et leur dire, voilà, c'est vrai que ça, j'avais cette idée-là à un moment, mon expérience, et tu la racontes, a fait que nanana. Et je trouve ça vachement intéressant, et, et ça nous rapproche. C'est une nouvelle relation très différente de public, de ce qu'a pu être YouTube. Moi, je me régale. C'est même mon format préféré. Le Raptor X Papacito et le podcast, c'est mes deux formats préférés. Pareil. Et on prend la seconde question, qui est de Logan, qui nous dit: bonjour, maître Raptor et maître Papacito. Le mazé est-il obligatoire après chaque Raptor X Papacito? Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, juste mazé, c'est M-A-Z-E-H. Parce que tu sais qu'il y a un mazé qui s'appelle M-A-Z-E. Et je crois qu'il bénéficie un petit peu de par ricochet de. Oh merde! Non, c'est M-A-Z-E-H. Ne vous trompez pas, et c'est rue des Entrepreneurs. Rue des Entrepreneurs, exactement. Voilà. Ok. Dans le Little Téhéran. Donc le mazé est obligatoire, en effet. Oui, c'est même peut-être la seule raison pour laquelle on fait cette émission. Ouais, alors il faut quand même qu'on s'explique, parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous promouvez pas d'autres restaurants et tout? Déjà, il faut qu'on aime ça. Pardon? Parce qu'on aime ça. Mais parce qu'on aime ça, parce que moi vraiment, là le but c'est pas de faire découvrir un truc, là c'est vraiment, c'est ce qu'on aime. On se fait un gros mazé, on se régale. En plus lui, on ne cessera de le dire, mais c'est vraiment une personne avec un cœur en or. C'est quelqu'un qui est, enfin, toute son histoire. Faut qu'on en parle un jour, puisqu'en fait on parle du mazé et tout. En fait, qu'est-ce qui serait drôle qu'on le fasse venir, un de ces quatre? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il parle des Pakistanais. Non mais qu'on déglingue un mazé dans tout le monde, c'est l'émission, c'est regarder. Prends tout le menu là. Non mais pour la faire simple, en fait, il y a le plaisir de donner un truc généreux en émission, et d'aller généreusement se faire un resto généreux. Ouais, en fait, on va chez notre pote. C'est ça. C'est parce que Dieu sait qu'à Paris, il y en a des très bons restos de toutes les cuisines du monde. Et on pourrait découvrir à chaque fois. Mais non, là, en fait, on se fait un truc entre potes, et ensuite on va chez notre pote. Et ouais, il y a ça, c'est que c'est notre ami, puis c'est un mec d'une gentillesse et une personnalité qui mérite d'être connu. Donc moi, je pousse les gens à aller chez Mazé, vous allez vous régaler. Et je reçois tout le temps des messages de mecs qui disent: je suis en effet allé chez Mazé et je me suis régalé, et j'ai eu une petite attention parce que je dis que je venais de votre part. Oui, il faut bien préciser que vous venez de notre part, c'est important, comme ça ils vous mettent une petite bière, un petit truc. Tout à fait. Firmin, si vous deviez donner 3 conseils à un jeune homme qui débute sa vie d'adulte, quels seraient ces conseils? Ouh, tu veux que je démarre? Vas-y. Alors, ne te prive d'aucune expérience. En fait, quand on arrive à 20 ans, on a une énorme pression de se dire: putain, qu'est-ce que je vais devenir? Et paradoxalement, cette surpression est paralysante. Donc on vit dans un paradoxe dans lequel moi j'ai vécu, je parle en connaissance de cause. Ma vingtaine a été un cauchemar. J'ai beaucoup rigolé pendant mes vingtaines, mais j'étais très mal émotionnellement, parce que énorme pression que je me mettais tout seul. En partie, il y avait une part sociale, il y avait une part que je mettais tout seul. Et à côté, c'était tellement énorme que c'était incapacitant. Donc il y avait le cercle vicieux de: putain, je fais rien, je suis paralysé, je veux faire aucun choix parce que je veux pas faire de mauvais choix. Et en même temps, je vis avec cette pression, donc je profite pas de ma vingtaine. Ce que j'aurais dû faire avec le temps, et c'est ce que j'ai fait finalement pendant la trentaine,
c'est que ce qu'il faut faire, c'est un conseil très important, c'est peut-être même le plus important, j'aimerais pouvoir me le donner à ma vingtaine. La vingtaine, c'est fait pour expérimenter, c'est pas grave de se tromper. Allez à l'armée, faites un an, changez, allez dans un autre pays, faites un Erasmus, gourrez-vous, recommencez, regourrez-vous encore, recommencez. Ne vous dites pas que vous fabriquez votre vie à 20 ans. En fait, on se la fabrique plutôt à partir de 30. Alors, sauf si on est, comme toi, Ismaïl, très avisé, d'accord. Mais si on est un teubé comme moi, un lamentin qui voit pas les trucs arriver, vraiment, si vous avez de l'angoisse, n'ayez pas de l'angoisse pour de l'angoisse. Faites des trucs. Gourrez-vous, c'est pas grave. Faites des expériences qui font de vous des gens intéressants avec du relief, le voyage, les sports de combat, la discipline, les relations, rencontrer plein de gens, en fait. Ça, c'est vraiment le béaba. Tu vois, j'ai cité 5 trucs qui sont très, très, très importants. La compétition dans un sport de combat, qui vous mettent à rude épreuve. Le voyage. La sociabilisation, aller voir des gens. Moi, je me rappelle, ça a sauvé ma vingtaine. C'est que j'étais vraiment très sociable. Et j'ai rencontré plein de gens qui ont nourri mon imaginaire, tout ça et tout. Il faut qu'on arrête d'avoir des mecs lisses. C'est le cancer de la modernité, les mecs lisses. Et les mecs lisses sont fabriqués par des parcours qui sont sans rugosité et sans inconfort et sans prise de risque. Voilà. Et le conseil que je donne, le premier, c'est ça. C'est d'utiliser sa vingtaine. S'il y a de l'angoisse, il faut que ça se transforme en truc. Et vous verrez que, par magie, c'est magnifique parce que quand on se bouge le cul, la jauge de l'angoisse, elle réduit énormément. Parce qu'en fait, on est en train de faire des trucs, même si on se gourre. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième que je donne, c'est vraiment d'entretenir sa spiritualité. Parce qu'en fait, il faut comprendre que on ne naît pas uniquement pour mourir. On naît pour traverser des choses. Et après, notre âme se transforme après la mort. Voilà. Donc, arrêtez d'angoisser. Retournez à la spiritualité. Ça va vous désapesantir du côté. Oh putain, la vie, c'est un truc qu'il faut que je consomme parce qu'après, c'est plus rien, ça s'arrête. Ça s'arrête pas, mon pote. Ça s'arrête pas. Il faut que tu fasses pas de la merde avec. Parce que ton au-delà, tu te le prépares dans ta vie. Et la qualité de ton au-delà sera en fonction de ce que ça fait ta vie. Ça, c'est le deuxième conseil. Et troisième conseil, qui est très, très important et que je m'applique à moi-même dès que je peux, mettez de la beauté dans le monde. Injectez de la beauté dans les mœurs, dans vos relations, dans la pureté de vos sentiments, dans les mots qui sortent de votre bouche, dans les habits que vous mettez comme tu le fais, dans les sports que vous pratiquez, la manière dont vous pratiquez le sport, la manière dont vous allez vous boire un café, la manière dont vous allez passer une après-midi avec votre copine et tout. La beauté sauvera le monde. La beauté, elle est d'inspiration divine. Plus on remet de la beauté dans le monde, plus on met Dieu dans le monde, plus on met Dieu dans le monde, plus c'est le paradis. Donc pour moi, les combattants de la beauté dont tu fais partie, dont font partie des gens qui fabriquent, Baptiste Cheval, en allant aux États-Unis gagner les Golden Gloves, il met de la beauté dans le monde parce qu'il nous donne du rêve. Il nous présente un truc, il nous donne du rêve. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Des types qui vont peindre des très belles choses. Voilà. J'ai vraiment, c'est mes 3 trucs. L'expérience, la spiritualité, injecter de la beauté dans le monde. Voilà. Et pour moi, avec ça, t'es un être humain qui mérite de s'appeler être humain. Bon, écoute, je vais te rejoindre un petit peu sur beaucoup de points. Là, moi, j'ai 31 ans, donc je peux, c'est très frais de parler de la vingtaine. Je considère que la vingtaine est faite pour préparer ta vie à la trentaine. Donc, tu vois, c'est peut-être un peu décalé par rapport à ce que toi, t'as vécu. Votre vingtaine va se diviser en 2 parties. 20 à 25 ans, où en gros, vous êtes un moins que rien. Et 25 à 30 ans, où vous avez commencé à prendre de l'élan, et vous pouvez en fait devenir enfin quelqu'un qui accomplit des choses, qui a des hauts faits. Parce que à 20 ans, on n'a pas de hauts faits, et c'est pas fait comme ça la vie. Donc je pense que de 20 à 25 ans, en plus pour moi, on sort de l'adolescence à 25, tu vois. Tu vois, j'ai des souvenirs de moi à 24 ans, j'étais très très jeune finalement, tu vois, et un peu immature, même si j'avais un peu de sagesse. Donc vraiment, je pense que ce qui est difficile autour de 18, 19, 20 jusqu'à 25 ans, c'est de s'extirper de la pression sociale qui va essayer de te normiser, Ouais. que ce soit d'une manière politique, que ce soit d'une manière du mode de vie, et va essayer de te faire des trucs de random fini à base de je fais des trucs pas productifs, je mange des trucs de gros, je me drogue parfois, alcool à gogo, etc., etc. Et je pense que c'est des années où c'est aussi un risque de trop se concentrer sur les meufs. Je suis pas en train de dire qu'il faut éviter les meufs, non. Vous allez rencontrer, en fait, c'est pour ça que je te rejoins, en faisant des expériences différentes pour vous former, pour apprendre des choses, parce que je pense que c'est le secret globalement dans la vie, c'est de continuer à apprendre des choses, mais vraiment à la vingtaine, il faut essayer d'apprendre des choses, d'être curieux, d'aller essayer des choses. Et là, au gré des expériences, vous allez rencontrer des gens qui vaudront le coup, et vous n'allez pas essayer non plus de courir les meufs comme un Mongolien, à essayer de leur parler dans la rue. Salut, je te trouve jolie.
Tu vois, je pense que c'est pas la piste à suivre. Je dis ça parce qu'on est très, 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 très meuf à ce moment-là de Ouais, notre vie. à fond. Et en fait, on vous ferait les plus belles rencontres en étant intéressant, en ayant des choses à raconter. Et pour avoir des choses à raconter, il faut avoir de la personnalité. Pour avoir de la personnalité, il faut essayer des choses, il faut vivre des choses. Et vous allez vous faire sortir de là. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé un peu la muscu et tout, oui, j'avais des potes déter, mais il y avait beaucoup de MDR. Le mec, il gâche sa vie à la salle. T'as vu ce qu'il mange, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Faut vraiment se sortir et vaincre cette pression sociale qui est forte. Et à travers ça, vous allez vous construire votre personnalité, votre expérience de vie, et vous allez surtout construire des compétences, du savoir que vous pourrez peut-être un jour partager. C'est quoi aujourd'hui Internet? C'est, tu vois, parce que t'as quand même, Internet a permis à des gens de vraiment, enfin, dont on fait partie, de sortir des sentiers battus et de créer ta propre vie, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas gâcher. Et Internet, finalement, c'est vivre des choses, avoir eu des expériences positives, négatives, avoir tiré des leçons et les partager aux autres qui trouvent de l'intérêt. Et derrière, vous pourrez peut-être avoir un métier là-dedans, etc. Donc ne négligez pas ça. Ne négligez pas tout ce que ça peut vous apporter, de faire des sacrifices à ce moment-là. Et donc, c'est le fameux creuser l'écart. Parce que c'est ces années-là qui sont chères, en fait. Et vous pouvez prendre deux chemins. Et il y en a un où vous payez tôt ou tard, mais parce que vous n'avez pas fait les sacrifices, etc. Donc, vos objectifs et vos rêves vont devenir les sacrifices. C'est comme dans Berserk, tu vois. Ouais. Et l'autre où tu fais des sacrifices et tu vas pas te normiser. Et oui, il y a des choses que tu vas peut-être manquer, mais tu vas construire des belles choses pour l'avenir. Donc ça, c'est un peu deux conseils en un. Donc il y a créer des choses et pas être à la course aux meufs. Parce que je pense que c'est vraiment un truc qui tue les hommes, tu vois. C'est normal. T'as envie. T'as envie de choper les meufs. Et en fait, faut se dire que vous allez progresser si vous faites les choses bien. Et que la meuf que vous pourriez serrer aujourd'hui, c'est finalement la pire meuf de toute votre carrière de meuf que vous pourriez serrer. Donc n'ayez pas autant de regrets que ça. Construisez-vous. Et je vous dis, une fois que vous avez une vraie vie, des vraies choses à raconter, les femmes, elles seront très intéressées. Elles vous trouveront intéressant, plaisant. Voilà. Parce que vous aurez du relief. Et peut-être le troisième conseil que je peux donner, ne faites pas les Mongols, ne négligez pas l'anticipation et la projection long terme. C'est très dur quand on a 20 ans. Moi, je me souviens de vidéos de Rudy Koya, tu vois, à l'époque, qui est le papa de la muscu en France, tu vois, Ouais. et qui disait, quand on a 20 ans, on se pense invincible, je sais pas quoi, et je me disais, qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule, ce vieux, ce vieux croulant, ou bien sûr qu'on est invincible. Non, ne négligez pas ça. Anticipez, c'est pour ça que ça rejoint le premier conseil de creuser l'écart, c'est qu'en fait, on t'anticipe. Mais anticipez aussi sur ce qui va être votre alimentation, votre santé globale, votre rythme. C'est le moment d'essayer des choses. Je suis un peu un mec, tu vois, qui peut paraître chiant, tu vois, parce que j'ai passé dans mon début de vingtaine à essayer certains rythmes. Tiens, et si je me levais à cette heure-ci, et si j'essayais de faire ça en routine du matin, tiens, ça marche pas, ça me saoule, et si je m'entraînais très tôt, et si je m'entraînais très tard, au milieu. J'ai essayé plein de choses, et c'est le moment d'essayer, et de trouver des routines, et de performer, en fait. Et ça, vous le regretterez jamais, et malheureusement, vous allez être tiré vers le bas par beaucoup de fils de pute. Voilà, et c'est ça la vraie difficulté, c'est de pas les insulter, de pas être tu vois, antagoniste avec eux, mais de comprendre qu'ils n'ont pas forcément votre intérêt à cœur et qu'ils peuvent vous tirer vers le bas et que vous avez beaucoup de choses à tirer de cette période-là. Alors c'est très intéressant parce que ça vient effleurer l'idée que tu accèdes à une certaine aristocratie quand tu as fait certains rites de passage qui sont en plus très différents d'un individu à l'autre. Notre exemple, il est assez parlant parce qu'on vient d'univers qui sont très différents, on a eu des expériences qui sont très différentes, on a une manière même de projeter un parcours qui est très différent. Tu vois, moi j'ai traîné pendant la vingtaine, c'est pendant ma trentaine que je me suis réveillé. Toi, tu as été beaucoup plus prévenant, mais tu vois, finalement, pourquoi est-ce qu'on est sur un même niveau de... On a plus ou moins compris les mêmes choses, parce que certains rites, en fait, te font... Tu sais, c'est comme quand Frodon met l'anneau, tu sais. Ouais. Alors là, c'est négatif parce qu'il est dans un monde où il peut être repéré par... mais quelque part, quand tu as fait certaines choses, tu commences à acquérir une distance où tu ne peux plus revenir en arrière. Et moi, je me rappelle que je voyais des copains à un certain moment, on avait fait un tronc commun. Et à un moment, il y a des choix qui ont été faits. Et moi, j'ai résisté à ces choix-là. Il y avait les soirées avec de la coke, il y avait des vies un peu dissolues, il y avait aller voir des putes à la Jonquière et tout. Et moi, j'ai dit, non, ça, c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas mon truc. C'est pas pour ça que j'étais pas dans la merde et que j'avais pas des problèmes. Tu vois, à ce moment-là, c'était même un choix qui un peu me faisait moins jouir, entre guillemets, que les autres, tu vois. Et en fait, tu persévères, la vie t'amène des débouchés et elle t'amène à fréquenter d'autres gens qui ont fait ces refus-là aussi sur d'autres choses. Et tu te retrouves avec un niveau de conscience
que ces gens-là n'ont pas et auxquels ils ne peuvent pas accéder. Et ils sont bloqués dans des problématiques que tu n'as pas eues ou que tu pourrais déjouer très facilement. Et tu vois des gens trébucher contre eux-mêmes, trébucher contre des trucs très simples à déjouer, tu vois. Mais parce qu'il n'y a pas eu un moment l'effet d'élever son âme, tu vois. Et si tu regardes bien, tu vois, on a peu de choses en commun avec, par exemple, je prends quelqu'un qu'on aime bien, toi et moi, Cyril Diabaté, tu vois. Qui a un champ de conscience très élargi, qui a une façon de voir les choses, qui est tiré d'une expérience qui a été faite de choses que toi et moi on n'a pas connues. Tu vois, il a été boxeur professionnel, il vient d'une autre époque que toi et moi, tu vois, mais on a des rites de passage et on a eu des moments de friction et des moments de courage qui font que ce mec-là nous parle beaucoup plus que certains autres mecs qui ont les mêmes sociologies que nous ou le même âge, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu rejoins un groupe qui a un peu les mêmes considérations sur les choses très importantes, sur la liberté, sur la spiritualité, sur les standards de vie, sur la façon de concevoir le monde. Et ça, c'est très agréable. Et paradoxalement, mais c'est toujours comme ça, le sacrifice que tu fais au départ t'ouvre à payer une vie beaucoup plus tranquille. En faire le maximum pour en faire le minimum, tu vois. Et moi, ma vie n'est jamais plus agréable, elle n'a jamais été aussi agréable que maintenant, parce que maintenant, en fait, je n'ai plus la pesanteur des gens qui me tirent vers des trucs qui m'attiraient des problèmes ou qui m'amèneraient vers une vie négative. Et plus ça va, plus je suis avec des gens qui sont des gens qui ont une élévation de conscience, qui n'a rien à voir forcément avec les trucs financiers ou quoi, tu vois, qui sont d'ailleurs très différents les uns des autres. Yeah. Et c'est très, très nourrissant. Et ton quotidien devient super parce que tu n'as que des exaltations. Tu n'as que des trucs qui sont amélioratifs, tu vois. Les moments que je vais passer avec toi, ils vont être très qualitatifs. Les moments que je vais passer avec mon pote Alban qui vit dans les Pyrénées, tu vois, il a une ferme et tout, tu vois, ils vont être tout aussi qualitatifs pour des raisons différentes, mais au bout, il y a la même notion aristocratique de je me suis pas plié aux injonctions de devenir une sale merde de normie inintéressante, tu vois. Voilà. Et ça, c'est le but suprême de la vie, pour moi. Ouais. Non, mais la période de la vingtaine, elle est faite de beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations dans l'alcool. Alors, il faut en vivre certaines, tu vois, pour les comprendre, évidemment. C'est difficile de croire sur parole. Parfois, il faut faire son expérience, etc. Et faut pas brûler les étapes. Il faut être patient, il faut travailler. Et moi, j'ai beaucoup de nostalgie, et sûrement toi aussi, à me souvenir. Parfois, c'est une musique qui va me rappeler ce moment-là. Tu vois, des fois, j'écoute une musique. Alors, c'est de la techno qui faisait partie d'un truc qui s'appelait Ziz Playlist, tu vois. D'accord. Alors, Ziz, c'était genre, à une certaine époque, il y a une dizaine d'années, c'était genre une figure du bodybuilder. Bon, il s'est piqué et tout, mais genre, il avait un physique suresthétique. Et il avait un délire où il faisait le mongol, en fait, à poser avec de la musique techno. Bref, c'est un délire, disons. Et parfois, dans une vidéo ou dans un truc, il y a une musique de cette playlist qui va arriver. Et je me souviens du bus de Harry Potter là que je prenais Toulouse-Paris, qui faisait 7 heures, où il y avait des clandos qui dormaient en haut, où j'étais comme ça, où je me faisais écraser, où j'avais une valise énorme, où c'était horrible. Pendant 7 heures, c'était Harry Potter, tu vois, sauf que c'était tout près des autres, t'avais la place pour rien. Et j'écoutais ça, en fait, pendant les 7 heures, et je me dis, putain, à ce moment-là, j'avais certains rêves, certaines ambitions, et j'aurais jamais cru que j'arriverais à les atteindre ou quoi. Et vraiment, il y a des choses à faire, il y a des sacrifices à faire, et ça paye toujours. Et quand tu y repenses après, bah, t'es tellement heureux de ça, t'as la nostalgie et t'es fier de ton parcours, quoi. Et faites des trucs qui parfois vont sortir tout le temps vont vous sortir de la zone de confort. Parfois vous mettre la honte, mais au moins vous aurez des trucs à raconter, tu vois. Mais regarde, même au début, tu te rappelles quand on faisait le rendez-vous, je venais en train. Oui, parce que j'avais pas de thunes, donc je faisais les 7 heures de train que je prenais Toulouse, qui s'arrêtaient partout, Limoges, Châteauroux, tu sais, t'étais tout ça. Et 7h30 aller et 7h30 retour pour en 24 heures pour faire une émission. Je dormais dans la gare ou autour parce que la gare fermait au bout d'un moment. Donc je marchais dans la nuit dans Paris et tout. Et ça, j'ai accepté de me l'administrer à une époque parce que j'avais le sentiment de commencer à me préparer des trucs qui en valaient la peine. Je me disais, cette émission, elle est importante, on disait trucs de qualité, c'est un investissement, exactement. Et des fois, tu repenses à l'inconfort que tu as eu extrême, les endroits où j'ai vécu. Moi, j'ai vécu à Cachan dans une maison qui était insalubre, elle était insalubre. Pareil. Dans 23 mètres carrés. J'avais un coloc, à un moment, on était 3 dans 23 mètres carrés. Je te laisse 3 garçons. Je te laisse imaginer l'état des chiottes. Il y en a 2 qui dormaient dans le même lit, et il y en a un qui dormait sur le canapé. Ouais. On a passé un an comme ça, tu vois. Je réfléchis à ça. Ben aujourd'hui, j'apprécie que ma cuisine fasse la taille de mon appartement à l'époque. Ouais. Mais j'ai connu ça. Donc, il n'y a aucun fils de pute qui peut venir me dire « Oui, tu t'es embourgeoisé. » Non, Coco. Il y a eu 10 ans de déménagement. Je suis monté sur le ring. Il y a eu du travail de prolo. Ta gueule, en fait. Ouais. Tu vois, si je m'embourgeoise, je me le dois à moi-même. C'est pas ça tombe du ciel et tu vois ce que je veux dire.
Donc ça, c'est super important. Mais moi, ma vingtaine, déjà, bon, elle commence à 18 ans. Il y a 2 années de classe préparatoire, dont une année en internat à Saint-Cyr. C'est des sacrifices de Mongoliens. Tous mes potes, ils regardaient tous les films, toutes les séries, tous les animes, tous les ce que tu veux. Ils sortaient. Moi, le week-end, c'était récupération de la fatigue, travail. Ensuite, il y a l'école d'ingénieur. Pendant l'école d'ingénieur, je me mets salement à la muscu. J'essaie de prévoir autre chose. Je crée une chaîne YouTube. J'y vais donc à Toulouse. J'avais un appartement. Bon, il faisait 34 mètres carrés, ce qui est pas mal. Il était complètement insalubre. C'est-à-dire que à un moment, j'ai retrouvé des souris. Parce que, alors moi, j'avais un matelas au sol. Ouais, qui prend bien l'humidité. Voilà, c'est simple, il y avait ma trace dans le matelas. C'est l'enfer. Quand j'ai déménagé, il y avait ma trace dans le matelas. Il était au sol, et en fait, un jour, en fait, vu que j'étais au premier étage, et que la porte, tu mettais un chassé, t'aurais pu me cambrioler 25 fois, tu vois. Et en fait, il y avait des souris qui entraient, qui sortaient, mais dégueulasses, tu vois. Ma cuisine, je rentre un jour de cours, en plus, les cours, tu vois, en école d'ingé, malgré tout, c'est faux. Je rentre le midi, je tourne la tête, je vois de la terre et tout. En fait, le plafond de ma cuisine s'est effondré. Donc, il a fallu mettre une bâche. Je l'ai jamais vraiment réparé et tout. Mon proprio, il en avait rien à foutre. Enlever la terre et tout, cuisiner. Il y avait de la terre qui me tombait dessus pendant que je cuisinais ma bouffe. Et bah, je faisais quand même de la bouffe pour essayer d'avoir un bon physique, de faire un peu de muscu. Il y avait des tuyaux qui amenaient l'eau et tout. Bon, les chiottes étaient complètement pétées et tout. Les tuyaux, en fait, ils avaient champignonné vu qu'ils étaient un peu humides. Et il y avait mon lit dans le coin, enfin, même ça. J'avais un bureau, c'était un bureau complètement bancal que j'avais chopé à 5 € sur le bon coin. Ma chaise, c'était une chaise. Et bah, c'est pas pour faire le mec, hein, c'est pas pour dire, ouais, j'ai grandi dans la misère et tout. C'est juste que ça fait partie des sacrifices. Et le temps libre, je sais que beaucoup de mes camarades de classe allaient au foyer, prendre des bières, nanana. Je rentrais chez moi, il y avait une mini-sieste. Il y avait ensuite un café, une banane, j'allais à la salle, je rentrais, je travaillais sur la chaîne YouTube, j'essayais de faire des choses. Parce que je voulais vraiment m'en sortir, tu vois, je voulais vraiment faire autre chose. Et je pense que quand on veut faire quelque chose et qu'on se donne les moyens de le faire, c'est jamais mieux qu'à la vingtaine où on a de l'énergie de fou. Bien sûr. Et on est capable de faire des sacrifices et c'est toujours payant. Voilà. Ouais, moi aujourd'hui, là, dans l'état où je suis, j'aurais plus la force de m'administrer ça. Parce qu'il y a vraiment la question physiologique et tout. Moi, ma vingtaine, je l'ai sacrifié dans le travail. Il y avait beaucoup d'angoisse parce que je faisais pas les boulots que je voulais faire. Je me disais, putain, je serai jamais ce que je veux être. Et j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a quand même permis de préparer, parce que mine de rien, j'ai mis de l'argent de côté, Ouais. puis j'ai pu devenir propriétaire par la suite et tout. Donc j'ai beaucoup bossé. Mais oui, moi, je me rappelle être parti. Putain, je me rappelle, par exemple, à un moment, je bossais à Rungis, dans le conditionnement de la viande. Tu te levais à quelle heure? Je me levais, je prenais même pas le bus, je prenais le Noctilien, la fin du Noctilien. D'accord, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu vas au boulot, en même temps qu'il y a des fils de pute qui rentrent, tu sais, qui sont à 4 grammes, qui ont vomi au milieu, là, tu vois, là, tu pars de nuit. Moi, je me rappelle le truc sonné, j'étais dans mon lit, putain, la violence que tu ressentais quand tu sortis du plumard. T'allais te doucher, mais j'étais mal, j'étais physiologiquement mal, tu sais, même psychologiquement et tout. Et après, bon, tu bois ton café, ça y est, tu sors de chez toi, c'est bon, t'es opérationnel, tu vois. Mais j'ai fait des trucs, j'ai enchaîné, il y a pendant plusieurs années, j'étais à la fois déménageur et agent de sécurité, mec. Et ça, tu peux ne l'être que quand t'es jeune, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je ne peux que mieux profiter de la vie que j'ai. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants de fils à papa, comme on dit, qui ont des gros problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Oui, parce qu'ils ont rien. Parce qu'il n'y a pas eu la... Ils sont pas allés chercher avec les dents, quoi. Ils sont pas allés chercher avec les dents. Et ils finissent très mal. Typiquement, le fils de Depardieu, il a commencé à se droguer, Ouais. il a eu un accident, il a perdu sa jambe, il a fini par se suicider. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se devait rien à lui-même. Et ça, c'est la vraie malédiction, c'est quand tu ne te dois rien à toi-même. Et la vingtaine, et même la trentaine, c'est le moment où tu prépares des choses qui vont faire que tu es un homme accompli, être un homme accompli, voilà. Et voilà, enfin, je vais me répéter, hein, mais c'est très, très, très important de pas être un lâche de la vie. Ouais. Mais moi, tu vois, aujourd'hui encore, j'ai un rythme quand même, tu vois, quand je pars en vacances, je fais des super trucs, mais quand 120 jours par an, je fais la même journée, enfin, en répétition. Alors, les repas changent un peu, mais c'est la même journée. Je me réveille, je travaille sur ça, je fais ça. Et j'ai réussi à faire en sorte que j'aime ce que je fais, tu vois. C'est ce que je te parlais dans une autre émission de la discipline, la motivation. Il faut à un moment essayer de faire des choses qu'on aime pour s'épanouir. C'est pas toujours possible, mais si on prépare bien à la vingtaine, on peut se donner cette chance-là. Et ça change pas que moi j'aime travailler et je sais où ça mène et je mène à bien des projets. Et il y a aussi ça, c'est que
il y a beaucoup de mentalités de merde qui ont développé une détestation du travail, et je peux comprendre parce que le monde du travail est compliqué et les gens font pas toujours comme ils veulent parce qu'ils ont pas le choix. Et que bah c'est comme ça, tu vois. Malheureusement, parfois il faut se faire violence et faire des trucs. Mais euh, le boulot, on devrait aimer ça en fait, tu vois. Je pense que toi, quand tu écris tes articles, quand tu produis des choses, Bien sûr, je me régale. il faut. Alors c'est un travail, c'est sûr que c'est un travail plus particulier, mais moi, tu vois, je travaille plus de bureau pour mes entreprises et tout. On peut aimer ça, il faut juste changer de mentalité et changer des choses, et ça se prépare à la vingtaine. Voilà, ça c'est pour. On va pas s'étaler non plus que ça. Mais c'est très important, c'est une question très importante. Ouais. Hein. Pierrot qui nous dit, quand vous avez des moments de découragement, comment faites-vous pour remonter la pente? Intéressant. C'est quand ton dernier moment de découragement, Alors, on a eu? alors, le truc, c'est qu'on est tellement attaqué, tu sais. Oui, c'est qu'on a appris à relativiser. Oui, c'est que le découragement, violents, ouais. tu les mets de côté, tu sais, maintenant tu dis non, ça n'existe pas, tu fais un déni. Bon, on mourra d'un cancer à 55 ans, tu sais. Non, alors, les moments de découragement, ils sont pas, parce que je pense qu'ils doivent peut-être parler du côté professionnel. Moi, c'est plutôt sur les côtés personnels. Donc, par exemple, quand des fois, des matins, je me réveille, je dis putain, je mène pas une vie classique. Tu vois, les choix que j'ai faits m'ont poussé à être loin de ma famille, à la fois idéologiquement, à la fois physiquement. Tu vois, des fois je pense à ça. Alors, c'est pas du découragement, mais des fois c'est putain, ma vie elle est chelou. Tu vois, il y a des matins où je me dis j'ai une vie de rêve, et il y a des matins comme tout le monde où je me dis putain ma vie quand même. Il y a des choix que j'ai faits qui ont été lourds de conséquences. Tu vois. Mais dans ces cas-là, il faut toujours trouver pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et pourquoi on est qui pourquoi on est qui on est, pardon. Et souvent, tu te rends compte, et ça calme, ça calme certaines fois la négativité, c'est que tu te rappelles que, en fait, tous les choix que tu as faits, en fait, souvent tu en es fier, tu ne maîtrises pas les conséquences, mais tu maîtrises les raisons pour lesquelles tu les as fait. Tu vois. Moi, des fois, je me dis, bon, ok, là, demain, je peux me réveiller dans une autre vie, mais en fait, j'ai pas envie de me réveiller dans une autre vie. Tu comprends le truc? J'ai une vie par plein d'aspects qui déboîte, qui est la vie. Jamais j'aurais rêvé ça, j'aurais pensé pouvoir vivre ça en étant gamin, tu vois. C'est une vie qui est faite de combats, de prise de position. Il y a des voluptés, il y a du plaisir, il y a des moments de grâce et tout ça. Mais il y a des moments de combat, il y a des moments de stress. Moi, par exemple, je ne toucherai sans doute pas de retraite. Il faudra que je travaille jusqu'à ma mort, tu vois. Mais le travail que je fais, je l'aime, tu vois. Il y a une part d'imprévu. Le public, tout d'un coup, peut dire Ouais. bah attends, en fait, j'ai plus envie d'écouter ce que tu as à dire, tu vois. Donc, en fait, ça te forge 98% du temps une très grande force, une très grande liberté, une très grande joie de vivre la vie que tu vis. Et quand même, tu as de temps en temps le truc où tu doutes, hein, parce qu'on est des êtres humains, où tu te dis putain, mais que vais-je devenir si tout ça s'arrête demain? Oui, complètement. Tu vois, c'est bon. On n'a pas ce matelas-là. C'est une angoisse, Mais ouais. c'est toujours pareil. En fait, quelle est la vraie vie? Celle dans le vaisseau dans Matrix ou celle où tu as des tuyaux dans le cul? tu vois le truc? Bon, je préfère vivre dans le vaisseau où la nourriture peut-être certaines fois a l'air insipide. Parce que être dans le réel, être dans la conscience, c'est se rendre compte à quel point le monde est infernal. Et en même temps, ça t'ouvre des façons de philosopher et des perspectives que tu n'aurais pas si tu avais la tête dans le guidon. Et moi, je me vois quand j'étais salarié, il y avait des choses desquelles je n'avais pas conscience. Je donnais mon avis sur des trucs. Moi, je vois des fois mes publications Facebook de cette époque-là. Ouais. J'ai honte. Je me dis, oula. Ah ouais. Oula, mais espèce d'énorme relou, tu vois. Ta gueule, en fait, personne t'écoute, tu vois. T'es en train de parler à 10 personnes. Essaie de plutôt travailler à ton propre confort. Tu vois le truc? Okay. Donc, il y a des choses que je vois qui sont... voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais de l'avant parce qu'en fait, et c'est là où interviennent toutes ces expériences de travail et la boxe et tout ça, c'est que quand tu es dans les cordes, si tu baisses les bras, tu prends une patate encore plus monumentale. Donc, à un moment, fais un pas de côté et continue à boxer. Et c'est désagréable jusqu'au gong. Et il y a toujours des gongs. La vie t'amène toujours un gong où tu peux te reposer. Donc voilà, en fait, moi, ma manière de gérer, c'est de me dire, de toute façon, c'est devenu un automatisme. Je le sais pour toi et pour moi. Tu vois, c'est qu'on est tout le temps combatif. Il y a pas de moment. Il y a un moment, ça va pas, et ben ça ira mieux demain. Voilà. Bah, moi, si je peux lui donner un conseil, quand tu as des périodes de découragement, ça vient soit des aléas de la vie, qui peuvent être. En plus, le sort peut s'acharner, tu vois, le sort peut s'abattre. Mais en général, ou ça peut venir de regrets, ce qui est difficile à vivre, les regrets. Hein. C'est très, très difficile, ou de se dire, ah, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû dire ça, d'avoir un énorme poids. Je pense que la meilleure mentalité, c'est celle toujours de la pleine responsabilité, parce que, déjà, un problème ne peut pas s'améliorer s'il est ignoré.
Tu vois. Si on fait semblant qu'il n'y a rien, il peut que s'empirer. Si t'as une maladie et que tu fais genre il n'y a pas de maladie, elle va forcément empirer. Bon, évidemment, si t'as un rhume, il va passer. Donc il faut que tu essaies de trouver la solution, que tu cherches ce qui n'est pas allé, si c'est réversible ou pas, et si tu peux améliorer les choses. Parfois, poser les choses dans sa tête, poser la problématique, ok, voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui peut être une solution, peut déjà te soulager, parce qu'il y a beaucoup de choses liées à l'anxiété qui sont liées au manque de mettre à plat les choses. Oui, c'est très vrai. Tu as beaucoup d'anxiété quand tu te sens dépassé, et tu te sens dépassé quand tu n'as pas réussi à avoir une vision globale de tout le problème, de ses enjeux, etc. Donc, quand tu as des mouvements de démotivation, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il faut avoir conscience, à force, que c'est des passages et que si tu essaies de réfléchir fort à quelles solutions s'offrent à toi et que tu les mets en place, ces passages, ils vont... et en fait, la vie est faite que du prochain down. Tu vois. C'est ça qui est terrible aussi. C'est que là, t'es bien, etc. Il va falloir que tu te dises qu'il y a un moment où tu n'auras pas le choix. Il va se passer une nouvelle de merde, en fait. Et donc, tu navigues à vue et ça nous concerne tous. Et vraiment, ce qui nous sauve, c'est la façon d'aborder la chose. C'est ce que je pense. Ouais, exactement. Je pourrais pas donner les meilleurs conseils. Ensuite, on a Amadeus qui nous dit « J'ai une question que je me pose. Qu'est-ce qu'il s'est passé en mai 68 et pouvez-vous définir ce qu'est un 68ard ?» Merci beaucoup. Mon instinct me dit que cela va être un excellent épisode. Je te laisse. Pour le petit cours d'histoire. Le petit cours de booming. Bon, en fait, mai 68, c'est une révolution culturelle de profondeur qui a eu lieu dans tout l'Occident, parce que vous avez mai 68 en France, vous avez Woodstock aux États-Unis, vous avez au Japon en même temps, c'est pendant les années 60, ouais, c'est un truc dans tout l'Occident, et y compris des pays qui n'étaient pas occidentaux, où tu as eu des révolutions de mœurs. C'est la conséquence de quoi géopolitiquement? Alors, c'est la conséquence, en fait, d'une génération qui a grandi donc dans un monde qui était arrivé au bout de certaines de ses logiques de capitalisme extrêmement violent, de guerre, parce qu'il y avait eu la Seconde Guerre mondiale, Première et Seconde Guerre mondiale, avec des choses très très graves qui s'étaient passées, des caps technologiques qui avaient été passés. Donc on avait un monde qui était d'une lourdeur extrême à porter pour une certaine jeunesse. La jeunesse des gens qui sont nés, les boomers, c'est les gens qui sont nés entre 40, ouais, c'est ça, c'est entre 45, j'allais dire, et 60, quoi, plus ou moins. Ouais. Non, pas 60. Mais je dirais entre 45 et 50, entre 40 et 55. On va dire. 10 années qui succèdent à la guerre, quoi. C'est ça dans l'après-guerre, en fait. Et donc, ces gens-là, hérités d'un monde où il y avait eu l'extermination des Juifs d'Europe, la bombe nucléaire qui avait été balancée sur des populations civiles au Japon, la guerre froide, avec des tensions monumentales depuis la Seconde Guerre mondiale entre deux pays qui menaçaient de faire crouler le monde dans une nouvelle guerre. Et donc, cette génération, elle a vécu deux trucs. Il y avait la lourdeur d'un monde qu'elle n'avait pas envie de récupérer, et il y avait le boom technologique et économique qui était dû au fait que les économies s'étaient effondrées et qu'en fait, il fallait tout reconstruire. Et donc, c'était des enfants gâtés dans un univers d'angoisse, mais que, contrairement à nous, ils n'étaient pas obligés de subir. C'est-à-dire qu'ils pouvaient dire non, ça n'existe pas, interdit d'interdire, me cassez pas les couilles avec votre guerre, peace and love, parce que derrière il y avait de la progression économique monumentale et des normes même progression personnelle. Bon, et donc du coup cette génération a été un petit peu poussée, alors via certains penseurs, dont notamment Sartre, qui est le grand penseur de la Révolution de 68, mais il y en a d'autres. Ils ont été poussés en fait à divorcer de tout ce qui avait fait ses preuves du monde d'avant. C'est-à-dire qu'ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, tu vois. Et ils ont réinstauré des nouveaux paradigmes qui pensaient aussi puissants que les précédents, que les fameux canons classiques. Donc, on arrête d'obéir à ses parents. Tout est relatif. C'est les prémices du wokisme, en fait. Tout est relatif. La hiérarchie n'existe pas. Tous égaux. Toutes les idées, en fait, qui sont en train, en fait, de mourir actuellement. Donc, le 68ardisme est en fait un phénomène qui est en train de mourir actuellement. Toutes les grandes idées qui avaient été défendues pendant mai 68 sont en train de mourir à l'heure actuelle, voilà, avec cette génération finalement, parce qu'elle était très concomitante à un état économique qui n'est plus vrai aujourd'hui, et en fait interdit d'interdire à l'époque, oui, mais aujourd'hui ça marche plus. En fait, c'est une sorte de génération qui est issue
et qui doit beaucoup à un système assez strict d'éducation et de valeurs, Exactement. et qui propose le relâchement intégral sans forcément non plus appliquer, parce qu'il y a quand même après ça fait des grands patrimoines immobiliers, tu vois. Bien sûr, Donc bien en sûr. termes de relâchement, ils sont pas complètement relâchés, Bien tu sûr, vois. ils sont pas partis vivre dans une tente. Voilà, et derrière, ça amène en fait la décadence des mœurs, la décadence des comportements, le laisser aller, et le peace and loveisme qui mène à la déliquescence de l'Occident. À l'absence déjà de ce que tu décris souvent, à l'absence d'esprit qu'on appelle ça d'instinct de survie. Oui. Tu sais, où en fait tu n'as plus les outils, on t'a départi de tes outils qui normalement te font sentir en danger. Et de pudeur aussi, parce qu'il y a eu quand même un pic dans les années 70 là avec la poussée de la légalisation de la pédophilie par certains amis journalistes. Et là, il y a un côté, oui, en fait, c'est pour le meilleur et pour le pire, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, même dans le style vestimentaire, dans beaucoup de codes. C'est la fin des chapeaux. La fin même des costumes, dans beaucoup de codes comme ça qui introduisaient du respect ou un style de vie particulier. Il y a du relâchement, il y a du on s'en bat les couillisme, quoi. Et il y a s'en prendre au monde de mes parents. Oui. Mes parents m'ont légué une éducation et un système économique et des infrastructures et un monde, si tu veux, qui me permet, moi, en fait, de m'épanouir. Mais par contre, je les encule parce qu'ils n'ont rien compris. Donc, ça te donne, par exemple, tous les cinéastes de la nouvelle vague en France, qui étaient donc, en fait, issus complètement de cette pensée-là, qui ont fait des films qui se moquaient du cinéma, comme on l'appelait le cinéma à la papa, tu vois. Donc, c'est les Truffaut, compagnie, moi, je vais pas tous énumérer. Mais tu vois, il y a ce côté-là. Il y a, effectivement, toute une génération de politiciens qui dit, en fait, toute la retenue qu'avait instauré le christianisme sur la pudeur et tout ça, on va le faire sauter. Maintenant, on peut enculer des enfants. Faut savoir que 68, c'est vraiment la libéralisation complète de la promotion de la pédophilie, qui a été beaucoup accompagnée par des journaux comme Libération, qui n'ont jamais dû rendre de compte là-dessus, tu vois. Parce que la direction a changé. Oui, parce que c'est ça, exactement. Okay. Bon, bah, alors. Exactement. Et surtout qu'il y a eu des trucs après, même quand la direction a changé. Mais bon, bref. Ouais. Et donc voilà, donc le 68ardisme, c'est cette espèce de péché d'orgueil de dire, bon, oui, c'est vrai que l'humanité a eu 300 000 ans pour réfléchir au truc qui marchait, mais attendez, nous, on est la génération qui a tout compris, on bouleverse tout ça. Et en fait, tous les dégâts que vous avez dans la modernité ont été initiés par cet esprit de remise en question qui est très, en fait, maçonnique, voilà. Qui est la déconstruction. Et en plus, un égoïsme profond, qui va après avec, on va pas en parler là, la contraception, l'avortement, etc. Et qui fait que cette génération particulièrement est extrêmement égoïste vis-à-vis de sa retraite, vis-à-vis de son rapport à l'héritage, à ce qu'elle va laisser au monde, etc. Au Covid, au masque. Ouais. Bon, on passe à la question suivante de Arnaud qui nous dit pas une réponse, mais un remerciement. Bon, ça, c'était un exemple. Merci à Papesto de m'avoir permis de renouer contact avec Dieu. Je vais à l'église tous les dimanches et je réapprends à devenir un vrai Français solide. Merci Raptor pour le développement personnel que tu m'apportes. Sans toi, je serais encore probablement dans la matrice. Je travaille chaque jour pour devenir meilleur et vous avez joué un rôle important. Merci. Celui-là, je l'avais pris pour te donner un exemple. Génial. Ensuite, on a Quentin qui nous dit « Salut à vous deux, est-ce que Papesto fera un jour une émission spéciale pour expliquer son rapport à la BD en tant qu'auteur comme en tant que lecteur ?» Alors, une vidéo, peut-être pas, mais un podcast. Un podcast pour parler de toutes les BD que j'ai lues, avec très grand plaisir. C'est vrai que t'as sorti des blases de BD que moi, je voyais de loin. Moi, mon rapport à la BD, c'était juste quand j'étais assez jeune. Et ma mère me lâchait à la bibliothèque, tu vois. Et je me régalais. Et il y avait... Mais c'était BD d'enfants, tu vois. C'était des Tom Tom et Nana, c'était des... et moi, j'étais abonné aussi au journal de Spirou. Alors, a posteriori, il y avait quand même beaucoup de gauchisme dedans, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je me régalais. Il y avait un truc avec un capybara, là, je sais plus comment ça s'appelait. Oui. Il y avait Spirou, il y avait Mélissandre ou Mélusine, ou je sais plus quoi. Mélusine. Il y avait plein de trucs et je kiffais. Et il y avait Kid Paddle et tous les dimanches, je crois qu'on recevait. Et c'est un super souvenir, tu vois. Vraiment. Donc voilà. Mais tu auras l'occasion de développer bien sûr, tout ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la BD. Bah oui, parce que toi, c'était vraiment, c'est ton métier, en fait. Ouais, exactement. Entre autres. Ok, alors, c'est Thibaut qui nous dit « Est-ce que vous avez prévu de débattre avec l'opposition ?» Mais à plusieurs reprises, en fait, moi, j'avais David Higuero, à une époque, avec qui je voulais débattre, qui m'avait dit « Oui, quand l'affaire Mélenchon sera finie, je débattrai avec toi. » Ouais, je me souviens. Ouais. Je n'ai plus eu de nouvelles. Ouais. Voilà. Non, ils ne veulent pas débattre parce qu'en fait, le problème, c'est déjà, on est des très bons orateurs. Parce que nous traiter de clowns, c'est un moyen de dire
Ouais, en fait, non, ils sont très forts dans la rhétorique, dans l'humour, dans l'oralité. Et en fait, on va se faire balayer parce qu'on est des gens chiants. Et la gauche a besoin d'avoir toujours un terrain extrêmement plat, extrêmement safe pour pouvoir faire des petites piques. Alors que nous, on est tout terrain. Et ils le savent. Ils le savent parce qu'on est tellement dans le dur, on a tellement été censuré, on est tellement dans l'adversité, on est tellement dans un milieu en plus rempli de jaloux et tout, qui s'est enculé, qu'on est devenu des... Tu vois. Donc il y a un petit côté... Mike Tyson, je le rencontre pas, c'est un loupard. Ah, d'accord. Ok. Oui. C'est vrai qu'on a une capacité à répondre assez rapidement et à comprendre ce qu'il nous a dit. Et puis, on n'est même pas fermé en fait d'esprit. En fait, c'est ça, c'est que c'est pas le débat qui nous intéresse, c'est plutôt le dialogue. Et c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un. On essaye de comprendre. Et d'ailleurs, souvent, on construit notre pensée sans vouloir faire les mecs, hein, mais en essayant de comprendre pourquoi est-ce que les gens pensent ceci, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est faux, etc. Et ça, c'est pas toujours fait de l'autre côté. Les gens vont pas essayer de se mettre à ta place et d'essayer de comprendre ton point de vue. Ce qui les met forcément en difficulté quand ils l'entendent, parce qu'ils vont se dire ah mince, j'ai jamais pensé à ça. Et il y a un peu de tout ça. Moi je m'en tape. Moi c'est très simple, il y a pas, enfin c'est pas d'opposition en fait. Je veux dire, quand t'es un clochard, c'est ton paradigme et tes idées t'ont mené à cet état-là. Donc je vois pas exactement où tu vas m'expliquer. Je pourrais croire que les singes homo parlent et font des super vannes et que c'est des dieux tout puissants. Si cette pensée m'amène à tout déchirer dans la vie, bah on s'en branle que ce soit vrai ou pas vrai, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et quand ta pensée qui est fausse, hein, mais si tu la considères comme étant super vrai, que le communisme ça déchire et que ça t'amène à être un mendiant et un bouffon sur internet qui fait des Uber Eats pendant que tu expliques que le capitalisme c'est de la merde, bah t'as perdu en fait. T'es ce qu'on appelle un putain de loser. Tu vois, le mot loser est choisi pour dire que t'as perdu. Donc tu n'as pas exactement de leçon à donner à un mec qui réussit à faire des choses, parce que ça veut dire que son état d'esprit et sa compréhension du monde l'amène à réussir des choses. Ouais, alors moi, tu vois, il y a une époque, j'étais très très chaud pour le débat. Aujourd'hui, je le suis plus parce que je suis allé tellement loin dans ma compréhension de ce que tu décris, des mécanismes dans lesquels ils sont, que je me dis, on n'est plus dans le même monde. C'est comme avoir une discussion avec c'est horrible, le parallèle va être très méprisant, mais c'est pour que ça l'illustre bien. C'est comme avoir une discussion avec un être qui n'a pas le même champ de conscience que toi, avec un hamster. Si tu veux. Non, mais tu vois, t'es là, il fait des tours dans sa roue, il est sur Twitter en train de s'indigner, tu vois. Toi, t'as compris des trucs, qu'est-ce que tu veux aller te mettre à ce niveau-là pour échanger. Tu vois, bon, là aujourd'hui ça dépend. Un mec vraiment, par exemple, Usul me propose un débat, mais j'y vais à 4000% pour la rigolade. Il le fera jamais. Il est beaucoup trop intelligent. Écoute bien ce que je te dis. Il est beaucoup trop intelligent pour accepter ça. Il sait pertinemment comment ça va finir. Il y a un moment où je vais lui parler du travail. Tu sais, le mec représente la gauche. Il y a un moment où je vais lui parler de déménagement et de faire du mortier, tu vois. Ton point faible, c'est le travail. Voilà, ouais. Son point faible, c'est qu'en fait, il est communiste. Tu sais, c'est comme je suis catholique mais pas pratiquant. Je suis communiste mais pas pratiquant, tu vois. Ouais, tu vois, il y a un point. Et moi, je vais lui dire, montre-moi tes mains si tu veux, s'il te plaît. Et le débat va être fini. Ouais. Donc, il est beaucoup trop intelligent pour accepter ça. Après, t'as toujours des randoms qui veulent débattre avec toi, mais ils ont 2000 abonnés. T'as pas envie, tu vois. Là, je vais faire un débat, enfin, c'est même pas un débat, une discussion avec un gars qui est un salafiste, qui est parti au Koweït. Non, mais si, parce qu'en plus, c'est un mec que j'aime beaucoup. On est potes et tout, mais lui, il est parti, tu vois. Je m'y attendais pas, ça. Donc, et je vais faire une discussion aussi avec Oui, mais t'en as parlé dans le podcast. avec un juif ashkénaze. Donc, tu vois, je vais prendre. D'accord. Voilà. Ashkenaz, ok. Ouais, voilà. Ok. Enfin, il est moitié ashkénaze, moitié séfarade. Un peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre. Ah, ok. Voilà. Donc, il y aura des débats, mais avec les gauchos, ça sert à rien. On a Antoine qui nous dit bonjour Raptor, bonjour Papacito. Tout d'abord, merci pour votre travail. Vous êtes tous les deux indépendants, avec donc des revenus fluctuants. Et j'aimerais savoir quel rapport vous entretenez avec l'argent. Êtes-vous plutôt conservateur, dépensier? Et quel impact cette notion a-t-elle dans vos vies? Merci d'avance. Je réponds? Vas-y. Écoute, c'est un équilibre. Si tu gardes, c'est spirituel, là, encore une fois. Si tu gardes trop l'argent que tu le dépenses pas, Dieu te dit, ah d'accord, donc en fait, t'as pas envie de vivre. Donc en fait, tu t'es pas converti au christianisme. Donc en fait, je vais plus t'en donner. T'es resté sur l'Ancien Testament. Si tu dépenses trop, Dieu il dit, ah d'accord, tu penses que ça viendra toujours? Eh ben je vais arrêter de t'en donner. En fait, faut les deux. Faut pas être mongol. Faut dépenser parce que l'argent ne doit pas être une fin. Ça, c'est quand tu le mets de côté, c'est une fin. Il ne doit pas être uniquement un moyen
Parce qu'en fait, il faut que tu prévois quand même, il faut qu'il te serve à bâtir des choses, parce que c'est constructif de bâtir des choses et pas uniquement de consommer. Moi, je fais les deux. Mon argent me sert à mener une vie agréable, mettre bien les gens autour de moi, être généreux avec eux, acheter du matos pour, par exemple, tu vois, là, l'argent va me permettre de faire une salle de boxe à côté de chez moi pour entraîner Jules. Je vais me régaler, ça va ajouter un truc à ma vie trop bien. Et en même temps, j'ai mis un petit peu de côté pour assurer quand même le fait de pouvoir avoir un domicile, d'être indépendant. Voilà, c'est les deux. Moi, je dis, le conseil que je donne financier, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour te régaler, un tiers pour alimenter tes projets financiers et un tiers de côté. Ok. Tu vois ? Un tiers pour regagner de l'argent, un tiers pour dépenser, un tiers pour mettre de côté. C'est le conseil que je donne. Moi, je suis assez fourmi. J'essaie d'anticiper. Tu vois, je pense que dans les conseils que je lui ai donnés, on le sent. J'essaie d'anticiper et je me dis que rien n'est éternel. Donc, j'essaye de faire des bons choix, des bons investissements, des bonnes choses pour l'avenir, pour protéger, on sait jamais. Pour le confort, pour ce qui est de la qualité de vie, je ne suis pas regardant. J'ai des moyens, j'ai envie qu'on vive bien, qu'on fasse les courses, qu'on soit pas en train d'essayer d'acheter le moins cher, tu vois. J'ai passé cette période-là. Donc, j'essaie d'avoir je vais pas hésiter à investir parce que je considère que c'est un investissement parce qu'il y a un retour dans mon confort, dans mon mode de vie agréable. Je vais pouvoir être beaucoup plus productif, avoir envie, avoir l'humeur parce que derrière, je vais travailler tous les jours, tu vois, de l'année. Et même quand je suis en déplacement, en réalité, je fais beaucoup de tournages et tout, tu vois. Donc j'ai ce rapport-là. Et derrière, je considère, moi j'ai un rapport vraiment, je peux le rationaliser, je considère que mes dépenses sont des investissements pour mon confort d'esprit ou mon confort physique parce que ça me permet d'enlever une partie de stress, une partie de je sais pas quoi, qui derrière me fait être plus efficace au travail, plus performant, donc c'est un échange. Et donc je vais pas avoir honte de dépenser suffisamment pour m'éviter un truc pénible, un truc qui va me gâcher 3 heures alors que j'aurais pu le faire en 20 minutes, etc., etc. Parce que le temps, l'argent, quand il pense, c'est le temps et l'énergie du monde. Ça te fait gagner du temps et ça peut utiliser l'énergie de quelqu'un d'autre. Typiquement, j'ai besoin tu vois, aujourd'hui j'ai un salarié qui est mon assistant personnel. Il y a plein de choses que j'ai besoin de lui faire parce que sinon elle me prendrait à la tête et derrière je serais pas aussi opérationnel, je serais fatigué. Si j'ai besoin, tu vois, là on vient dans un studio, on aurait pu, bon ça aurait pas été la même qualité, mais j'aurais pu faire la même qualité chez moi en me faisant chier, en achetant, en encombrant la maison, en faisant ça, en débranchant, en rebranchant. Bah, je préfère dépenser, arriver, tout est prêt, je m'installe et je fais ce qui me rapporte de l'argent, tu vois. Ce qui fait que je performe tous les jours. Et ça, c'est ma vision de l'argent. Et derrière, oui, j'essaye d'avoir des choses pour prévoir l'avenir, mais je suis assez généreux, hein, tu le sais. J'aime bien régaler les gens que j'aime. Bien sûr. Et quand je vais me permettre des choses, je veux que ce soit des choses inoubliables, des belles choses qui viennent me rappeler pourquoi je travaille tous les jours. Et j'aime bien aussi dépenser dans des choses du quotidien, genre mon carnet de travail, mon stylo, ma tasse de café, parce que je répète toujours la même chose tous les jours et du coup ça me rappelle au boulot, tu vois. Donc voilà mon rapport à l'argent. Et en effet, je ne suis pas de ceux qui travaillent, enfin qui font ça pour l'argent. Et qui ont plus de vie et qui profitent plus au final. L'argent est un moyen de gagner de l'indépendance, de la liberté, du confort et de mettre bien et d'anticiper. Mais enfin, tu vois, j'ai pas les dents qui rayent le parquet et ça te permet aussi de garder ton intégrité et de pas tout accepter à droite à gauche. Tout à fait. C'est vecteur de liberté. On en a eu des exemples. Ensuite, on a Victor qui nous dit que pensez-vous de la rétention séminale pour devenir un giga Tchad? Bon, moi, je connais pas tous ces trucs-là parce que physiologique, je suis pas médecin. Ouais. Moi, je trouve que éjaculer quand t'as fait l'amour et tout, c'est très agréable. Hein. Non, mais en général, la rétention séminale, c'est quand t'es célibataire. Ah, d'accord. Oui. Ah, tu croyais que tu baises? Je pensais que le mec, il baisait sans gicler, tu vois. Moi, je trouve que c'est génial, c'est la récompense à la fin. T'as transpiré, puis c'est pour ça que ça sert, si tu veux. Donc, non, tous ces trucs de... Le sexe, c'est comme pour tout. Il veut dire le nofap, en fait. Ouais, le sexe, c'est comme pour tout. C'est comme pour tout. C'est une question d'équilibre et de rapport sain à ça. Si ça te possède, si t'es obligé de te branler 3 fois par jour, il y a un problème. Si t'es obligé de niquer ta gonzesse 5 fois par jour, il y a un problème. Non, mais tu vois, je veux dire... Ou alors t'as 20 ans. Voilà, c'est ça, parce qu'à 20 ans, on y allait comme des porcs. Mais tu vois, je veux dire, si... voilà. Moi, ce que je dis aux gens, c'est si vous sentez que trop de sexe vous fatigue et vous empêche de faire des trucs constructifs, c'est qu'il y a un problème avec ça. Si ça n'interfère pas sur votre envie, sur votre vitalité, sur votre humeur,
c'est que tout va bien. Non, mais parce qu'en fait, il y a un délire que, en gros, si tu fais du nofap, au bout de 10 jours, tu peux voir dans l'avenir. Au bout de 20 jours, ton cerveau atteint les 93% restants. Tu sais, genre, au bout de 30 jours, tu deviens un demi-esprit divin. Tu vois, c'est tout un truc mystique de délire. Et c'est absolument faux. C'est même mauvais Faut pas éjaculer. Ouais, parce qu'en fait, vous allez avoir les crocs tellement de bâtards que vous allez devenir, vous allez être plus regardant avec les meufs, vous allez devenir des fous furieux en fait. Donc non, c'est pas le bon truc. Par contre, il faut arrêter d'associer le FAP au porno. C'est ça le problème. Exactement. Voilà. Exactement. Et aussi, il faut nettoyer ses algorithmes. Parce que quand même, vous êtes des fils de pute. J'ai oublié de vous le dire, ça fait trop d'émissions que je l'ai pas dit. Donc... Et vos algorithmes, enfin, il y a que des meufs en fait en bikini qui font de la danse du ventre avec de l'huile. Donc vous êtes des connards. Et voilà pourquoi vous faites que vous branlez. Vous dépensez toute votre énergie à vous branler. On va essayer de prendre une dernière question qui va être Carême 2025, qui dit: question style vestimentaire, l'été approchant. Avez-vous des idées de petits sacs, sacoches ou baise en ville pour hommes qui restent classe? Les vestes vont tomber, c'est vraiment désagréable d'avoir les poches du pantalon remplies de clés, téléphone, portefeuille. Merci à tous les deux. Moi, le subterfuge, c'est que je prends un sac en cuir. Les trucs en toile et tout ça, j'ai du mal. Oui. Un sac en cuir classe, c'est de voyage, petit. Ouais. Dans lequel je fous mes cigares, mes trucs, C'est-à-dire un briefcase, un cigare comme ça. Un sac de sport un peu. Un sac, c'est les sacs business en cuir, tu sais. Ouais, un attaché case, ça. Non, pas un attaché case, c'est pas une valise. Plus large. Mais sport alors dans ce cas-là. Un peu sport, ouais. Mais en cuir, tu vois. Ouais, bien sûr. Là-dedans, tu fous ton briquet Dupont. Ouais. Merci. Tes cigares, tes trucs, tes lunettes. Tu vois, pour l'intérieur, j'ai celle-là. Pour le dehors, j'ai les lunettes de soleil. Ouais. Moi, je m'arrête ça reste viril. Okay. Faut éviter les trucs que tu portes en bandoulière. Parce que c'est pédé. Le sac à la main. Tu veux dire les tote bags, ouais, c'est gay. Ouais, c'est particulier. C'est très gay, ouais. Tu tiens ton sac à la main. Faut pas que les hanches soient trop longues. Oui. Moi, les hanches, elles sont près du sac. Que presque, on a l'impression que t'es en train de porter un flingue, que tu puisses t'envoyer dans la gueule de quelqu'un. Un sac de ciment, quoi. Ouais, moi c'est comme ça que je le conseillerais. Alors, moi, aujourd'hui, parce que je trouve ça extrêmement pratique, je me fais faire des vestes, tu sais, pas doublées. Oui. Et avec un tissu, une laine extrêmement... tu sais, si tu peux voir à travers, si tu regardes, donc qui laisse passer l'air et qui est un plaisir. Et en réalité, en été... Bah, plus on est couvert du soleil et moins on a chaud. En fait, c'est contre-intuitif. Là, les Touaregs, ils le savent depuis bien très longtemps. Bien sûr, les Touaregs, toi-même, tu sais. Et donc, il y a ça et les poches intérieures et tout, c'est vraiment très, très, très pratique. Moi, je déconseille le téléphone dans la poche. Je l'ai fait pendant longtemps et je pense que c'est de la merde avec les Bluetooth et compagnie, là. Donc, attention à ça. Et c'est vrai, moi, j'ai une petite sacoche que je mettais, mais ça peut faire un peu racaille, ça peut faire un peu street, mais ça peut être assez pratique, qui est une sorte de truc que tu attaches assez pro et tu peux mettre les clés, le téléphone, ce genre de choses. Et en gros, voilà, mais c'est vrai que les pantalons, quand tu fourres tout, après t'as les poches comme ça et tout, ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Et moi, le conseil que je donne pour l'été, c'est de revenir aux couleurs, tu sais, les couleurs que tu as, hein, les couleurs un petit peu claires. Les pastels, je veux dire. Ouais, les pastels, les couleurs claires, les couleurs écrues et tout ça. Tu regardes à l'ancienne, tu sais, dans les années 60, OSS 117, tu vois, tout le monde adore l'ambiance de OSS 117. Il y a que des gens qui sont habillés pour l'été, bien avec des jolies couleurs et tout. Oui. Et ça participe du fait de remettre de la beauté dans le monde. Ouais. Et c'est vachement important de remettre un peu d'élégance, tu vois. Donc moi, je mets une petite chemise, je mets ma petite casquette, je mets pas de cravate ni rien, je suraccessoirise pas, mais j'essaie d'être bien habillé en été. Parce que ça fait partie du plaisir. Et quand t'es dans un endroit où tout le monde est bien habillé, tout, c'est super agréable. Complètement. Moi, là, je suis en mode, j'ai envie de tester cet été les gros cols. Ouais. Les cols, je crois que c'est col requin, ça s'appelle, ou col cubain. Et avec une veste donc, qui est très, très respirante. Et d'avoir le col au-dessus. Et je trouve que ça fait Scarface, évidemment. Mais je trouve que ça a du style de ouf. Même avec des polos qui ont des gros cols, tu peux le faire. Et le pantalon écru, blanc cassé, beige. Et ouais, le chapeau de paille. Là, j'en ai fait un deuxième en plus, qui est plus formel, qui est en blanc cassé. Faites pas des blancs complets, parce que ça peut faire bizarre. Ouais. Blanc cassé, avec le bandeau noir et tout. Donc, l'été, c'est un super mois, c'est une super saison pour se faire plaisir sur la salle. Tu vois, moi, les casquettes, elles sont plus en laine. En été, c'est du lin, ou c'est du coton très fin, ou un mélange de coton et de lin. Celle-là, c'est un mélange de coton et de lin. Voilà. Le lin royal. Bien sûr, ça respire à fond. Et le lin un peu lourd, qui tombe bien pour les vêtements.
Magnifique. Impeccable. Bon, et ben voilà, vous êtes parés pour cet été. Et voilà, on a fait une vidéo un peu courte, vraiment pour vous donner un peu de contenu et répondre à vos questions. Et je pense qu'il y a quand même des conseils assez riches qui peuvent vous servir et qui vous serviront dans la vie. Je te remercie de t'être rendu disponible pour ces émissions hors série. Ben, c'est moi qui te remercie et rendez-vous en septembre Ouais. pour une nouvelle saison de Raptor X Et Papacito. ça va être épique. Merci à tous. Merci beaucoup. Ciao.